Quel plaisir pour moi de vous accueillir cet après-midi. Alors, l'honorable René Cormier a fait son entrée au Sénat du Canada le 15 novembre 2016 en tant que sénateur indépendant et non partisan du Nouveau-Brunswick. Homme d'action engagé dans une démarche citoyenne visant l'épanouissement de l'Acadie, du Nouveau-Brunswick et de la francophonie. Le sénateur Cormier possède une longue feuille de route professionnelle dans le domaine des arts et de la culture. I have to tell you that Senator Cormier came to the QCGN AGM last year and was a star as well. So, c'est pas juste la francophonie, c'est pour nous, you were a star last June. Formé en musique à l'Université du Québec à Montréal et en théâtre à l'École internationale Jacques-Lecoq de Paris, cet artiste multidisciplinaire a occupé de nombreuses fonctions au sein de l'écosystème culturel canadien, dont celle de directeur artistique, metteur en scène, comédien, musicien, compositeur, gestionnaire culturel, communiqueur et animateur. Leader reconnu et artiste accompli, le sénateur Cormier œuvre depuis près de 40 ans pour assurer une meilleure intégration des arts et de la culture dans toutes les sphères de la société canadienne et acadienne. On lui a confié la direction de nombreux organismes et événements culturels, notamment la direction musicale de l'animation de plusieurs émissions de variété à la télévision de Radio-Canada, la direction artistique et générale du théâtre populaire de l'Acadie, la direction artistique de la biennale zone théâtrale du Centre national des arts du Canada, la direction artistique du Congrès mondial acadien 2009 et la direction du Bureau des États généraux des arts et de la culture dans la Société acadienne du Nouveau-Brunswick au sein de l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick. Homme engagé, l'honorable René Cormier a aussi assuré la présidence de nombreux organismes nationaux et internationaux. Il a de plus siégé à de nombreux conseils d'administration, dont TV5 Québec-Canada, la Conférence canadienne des arts et le Festival des arts. Reconnu pour son intégrité, son éthique professionnelle et ses qualités de rassembleur et de motivateur, le sénateur Cormier a reçu de nombreuses marques de reconnaissance au cours de sa carrière, dont un doctorat honorifique en arts et culture de l'Université de Moncton, l'Ordre des francophones d'Amérique et l'Ordre des arts et des lettres de France. Et j'en passe. Depuis son arrivée à la Chambre haute, le sénateur Cormier a démontré un engagement manifeste envers la diplomatie internationale en s'impliquant dans les associations parlementaires, des groupes interparlementaires et des groupes d'amitié. Il est notamment vice-président de l'Association interparlementale Canada-France et directeur du comité exécutif de l'Association parlementaire Canada-Afrique. You are very, very accomplished, and it's my pleasure to have been able to introduce you. Well, thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Merci. I'll be giving my speech in French, but I have to recognize that last year I gave at QCGN my first speech only in English, and I was very proud of that because I come from the Acadian Peninsula and I've been raised in French, and anyway. Thank you. Mesdames, Messieurs, chers congressistes, bonjour. Alors, j'aimerais remercier l'IRCML et son directeur Éric Forge de cette invitation à prendre la parole dans cette fin de forum, non pas pour clore les discussions des derniers jours, mais bien pour partager avec vous quelques-unes de mes réflexions et questionnements par rapport à la loi sur les langues officielles et l'état de l'anglais et du français au Canada. Je m'adresse à vous en tant que sénateur indépendant du Nouveau-Brunswick, actuellement président du comité sénatorial permanent des langues officielles, mais je vous parle aussi, et je vous parlerai beaucoup, en tant que citoyen acadien,
porté par la conviction profonde que les langues officielles demeurent aujourd'hui au cœur de ce qui définit notre pays et notre identité collective, mais que ce contrat social a un urgent besoin d'être actualisé pour tenir compte de l'évolution de la société canadienne. J'aimerais donc préciser d'entrée de jeu que je n'offre pas forcément des réponses aux questions que je vous poserai aujourd'hui. Après tout, vous êtes parmi les plus grands experts en matière de langues officielles, mais je partagerai mes propos en espérant que vous trouverez dans ceux-ci quelques éléments qui vous permettront d'alimenter vos réflexions bien au-delà de ce forum. Et comme je n'ai pas eu l'occasion d'assister à vos délibérations, je vous prie de m'excuser si j'aborde des questions dont vous aurez déjà traité. Le 6 avril 2017, le Sénat adoptait un ordre de renvoi qui mandatait le Comité sénatorial permanent des langues officielles d'entamer une étude devant se terminer au plus tard le 30 juin 2019. C'est dans quelques jours à peine. Cette étude portait sur la perspective des Canadiens et des Canadiennes au sujet d'une modernisation de la loi sur les langues officielles. Ambitieuse, cette étude se déclinait en 5 volets touchant à la perspective particulière de 5 segments distincts de la population canadienne, soit les jeunes, les communautés de langue officielle en situation minoritaire, les témoins ayant vécu l'évolution de la loi, le secteur de la justice et finalement les institutions fédérales. À ce jour, le comité a publié 4 rapports intérimaires que vous avez certainement tous lus, disponibles sur le site du Sénat, et qui traitent des 4 premiers groupes cibles que je viens de nommer. Le 5e et dernier rapport de cette étude sera dévoilé le 13 juin prochain. Vous êtes les premiers à connaître la date, à 11h30, à l'édifice du Sénat du Canada. J'espère que vous y serez tous. Dans ce rapport final, vous trouverez un premier chapitre, le sommaire en fait des témoignages recueillis dans le cadre des consultations portant sur les institutions fédérales. Puis dans le 2e chapitre seront énoncées les recommandations finales du comité quant à la modernisation de la loi sur les langues officielles. Échelonnée sur une période de 2 ans, cette démarche de consultation fut extrêmement riche en contenu. Nous avons entendu environ 300 témoins, dont près de 200 témoins en séance de comité et 100 lors des échanges informels durant nos missions d'études au Manitoba, à l'île du Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick. Nous avons également reçu 72 mémoires au cours de ces 2 dernières années. Les problématiques soulevées et les nombreuses propositions mises de l'avant par les témoins ont été d'une valeur inestimable pour le comité, vous vous en doutez, qui a eu la lourde tâche de les approfondir et de proposer un certain nombre de recommandations prioritaires que vous connaîtrez le 13 juin. Ces recommandations sont rédigées de manière à ce que le ministère de la Justice du Canada dispose de l'information la plus utile possible lorsque viendra le temps d'élaborer le projet de loi gouvernementale modifiant la loi dont il aura la responsabilité. J'espère que vous serez tous présents, en fait, puis je vais vous dire, c'est parce que nous sommes particulièrement fiers de ce rapport, parce qu'il reflète bien la rigueur des propositions soumises par les témoins et la générosité dont ont fait preuve les citoyennes et citoyens canadiens qui se sont présentés devant nous. Et j'en profite pour vous remercier, vous aussi, chercheurs, universitaires, leaders communautaires, qui avez fait des langues officielles, des communautés francophones en situation minoritaire, des communautés anglophones en situation minoritaire, votre objet privilégié de recherche. Vos travaux, vous le savez, peuvent avoir une énorme incidence sur le discours public et les décisions qui seront prises par les différents paliers de gouvernement dans l'avenir. Plus que jamais, le pays a besoin de vos recherches rigoureuses et de vos réflexions éclairées si nous voulons que progressent les droits linguistiques au Canada. Et dans le contexte actuel de modernisation, de projet de modernisation de la loi sur les langues officielles, vos travaux sont particulièrement importants et pertinents. Alors aujourd'hui, à la lumière de ce que nous avons entendu en comité, j'aimerais vous faire part des principaux enjeux qui émanent des témoignages reçus, mais aussi de ceux émanant de l'actualité et des discussions qui ont accompagné en parallèle notre étude sur la modernisation. En mars dernier, lors d'un événement visant à souligner la Journée internationale de la francophonie, la professeure Stéphanie Chouinard était de passage au Sénat pour livrer une courte communication lors de laquelle elle affirma que la modernisation de la loi sur les langues officielles ne saurait être un remède à tous les défis et problématiques auxquels font face les communautés de langue officielle en situation minoritaire.
Évidemment, je suis d'accord avec cette affirmation et les réflexions que je partagerai avec vous aujourd'hui touchent notamment cette catégorie d'enjeux qui ne vont pas disparaître avec une modernisation de la loi sur les langues officielles. Dans le temps qui m'est imparti, je vous présenterai d'abord les principales problématiques qui furent soulevées lors de l'étude. Ensuite, je vous ferai part de mes réflexions personnelles face à ce qui me semble être au cœur du défi de la classe politique face aux langues officielles. Et je terminerai ensuite par une série de questions qui pourront peut-être contribuer à votre réflexion et je serai heureux évidemment de répondre à vos questions. Alors, les 4 rapports intérimaires publiés à date par le comité sénatorial font état de 4 grandes problématiques soulevées par les témoins de l'étude. Ces 4 défis sont de nature récurrente et systématique et ont trait au respect de la loi sur les langues officielles. Il s'agit d'enjeux liés à la capacité de l'appareil gouvernemental d'assurer la mise en œuvre de la loi, aux ententes fédérales, provinciales, territoriales, aux mécanismes de conformité de la loi et finalement au leadership nécessaire pour assurer une pleine mise en œuvre de cette loi. Première problématique soulevée par les témoins, donc, celle liée à la mise en œuvre de la loi par le gouvernement fédéral. Les témoins ont unanimement souligné l'incapacité actuelle du gouvernement fédéral d'assurer une mise en œuvre cohérente de la loi. Le ministère du Patrimoine canadien, un des principaux ministères concernés, est incapable d'obliger les autres ministères à prendre des mesures positives, et ce, parce qu'il ne détient pas les pouvoirs lui permettant de le faire. Il y a donc un important défi quant au mécanisme de coordination horizontale au sein même de l'appareil gouvernemental. Les témoins ont également soulevé l'enjeu de la responsabilité partagée entre le Conseil du Trésor et Patrimoine canadien, qui complexifie et fragilise la cohérence de la mise en œuvre de la loi. Dans un deuxième temps, les témoins ont largement critiqué le manque de reddition de comptes des ministères, gouvernements provinciaux et territoires dans le cadre des ententes fédérales, provinciales et territoriales. Bien des initiatives prises en vertu de la loi s'incarnent par la signature de ces ententes. Malheureusement, il existe présentement un déficit important associé à la reddition de comptes qui permettrait aux communautés de s'assurer que les fonds reçus par les provinces et territoires soient bel et bien utilisés pour réaliser les programmes convenus dans ces ententes. Le troisième grand enjeu dont les témoins ont fait état lors de nos consultations est lié à la surveillance et à la conformité de la loi. Les citoyennes et citoyens rencontrés nous ont dit qu'à l'heure actuelle, les mécanismes de conformité ne sont pas suffisants pour rassurer le respect et la pleine mise en œuvre de la loi. Nous avons entendu, entre autres, que le commissariat aux langues officielles n'a pas suffisamment de pouvoir pour assurer de la conformité. Face à cette problématique, différentes solutions furent proposées par les témoins, mais ceux-ci ont exprimé de manière unanime la nécessité d'assurer la création de mécanismes de surveillance et de conformité plus forts et plus contraignants. Finalement, une des principales préoccupations entendues et qui rejoint plus directement l'enjeu que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui est la question du leadership politique nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la loi. Les témoins nous l'ont tous fait remarquer, quand la volonté politique y est, les communautés font des avancées importantes en matière de droit linguistique, mais quand il n'y a pas de réel engagement des dirigeants politiques, une évidence, il y a peu ou pas d'actions concrètes et structurantes en matière de langues officielles. Nous avons reçu près de 150 recommandations qui permettraient, en quelque sorte, de répondre aux 3 premiers grands défis que j'ai identifiés. Mais concernant le problème du leadership, les solutions sont plus difficiles à identifier. Comment faire pour s'assurer que nos leaders ont la vision nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la loi? Certaines propositions s'y sont intéressées, en proposant entre autres que la mise en œuvre de la loi soit sous la responsabilité d'une seule agence centrale, telle que le Conseil du Trésor, et que l'on exige des plus hautes instances de s'intéresser à l'application de la loi, notamment en obligeant à ce que tous les sous-ministres soient bilingues et qu'ils forment un comité des sous-ministres apte à discuter et à prendre des décisions face aux langues officielles.
Cela dit, au-delà des simples structures de mise en œuvre de la loi, il me semble que le problème du leadership est beaucoup plus complexe. Il a comme source principale même la place même qu'occupe le fait français et les langues officielles dans le discours politique canadien. Et cette problématique est bien plus vaste que la simple modernisation de la loi. C'est donc à titre personnel que je vous fais part de mes quelques réflexions à ce sujet. Comme vous le savez ou comme vous l'avez sans doute constaté vous-même, force est de constater que depuis quelques années, les langues officielles sont de moins en moins présentes dans le discours politique canadien. Le discours actuel est davantage orienté vers la réconciliation des peuples autochtones, ce qui est tout à fait légitime, nécessaire et urgent. Et je dirais que c'est plutôt sous le vocable de la diversité des minorités que se situent dans le discours public les communautés de langue officielle dans ce pays. En adoptant une telle approche, nos leaders politiques semblent s'éloigner tranquillement du discours qui a traditionnellement permis de mobiliser les élus à agir en matière de langues officielles, soit la notion de dualité linguistique profondément attachée à la notion de peuple fondateur. Dans les années 60 et 80, lorsque le gouvernement fédéral a voulu reconnaître certains droits aux francophones vivant à l'extérieur du Québec, cela s'est réalisé sur la base de la reconnaissance de la dualité linguistique qui était due à la présence de deux peuples fondateurs et d'une reconnaissance de certains droits historiques. Ce discours, vous vous en rappellerez, émergea à une époque où les tensions avec le Québec étaient fortes et cette tension nationale forçait en quelque sorte le gouvernement fédéral à agir. Nous pouvons ainsi dire que, d'une certaine manière, ces tensions ont contribué aux droits linguistiques dont nous jouissons aujourd'hui. Dans un discours prononcé le 16 mai 1969 en deuxième lecture du projet de loi sur les langues officielles, le secrétaire d'État de l'époque, Gérard Pelletier, affirmait alors que, et je cite, « Ce projet de loi est un acte de foi en l'avenir du Canada, un espoir et un gage pour la majorité des Canadiens qui veulent fixer leur regard et situer leur objectif commun bien au-delà des différends qui menacent aujourd'hui de nous diviser. » Il poursuivait, « Il existe au pays deux grandes communautés linguistiques, la communauté anglaise et la communauté française. Et si l'on s'intéresse aux problèmes d'un point de vue canadien plutôt que provincial ou régional, on ne peut nier ce fait. On ne peut nier non plus que dans le passé, un des deux groupes ait joui de privilèges refusés à l'autre. N'est-il pas juste de corriger ce déséquilibre? N'est-il pas urgent de prendre les mesures nécessaires en vue de préserver l'unité canadienne, en s'assurant que, du point de vue linguistique, il n'y ait qu'une seule classe de Canadiens? Alors, comme vous le voyez, Gérard Pelletier faisait donc référence à la fois à la notion des deux peuples fondateurs, aux droits bafoués des francophones, à l'ambitieux désir du gouvernement d'assurer la pérennité du fait français au pays et, évidemment, à la crise nationale liée au discours séparatiste qui gagnait en popularité au Québec. Et ce discours était en fait assez en phase avec les discussions qui avaient cours lors de la commission Laurendeau-Danton, dont vous avez certainement entendu parler. En effet, si au tournant du 20e siècle, Henri Bourassa et d'autres parlaient déjà d'un pacte entre francophones et anglophones, c'est, je crois, au moment de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le multiculturalisme que les leaders du pays ont vu dans le discours des peuples fondateurs un puissant symbole permettant de véhiculer l'identité de notre pays. Dans leur mandat qui était confié à l'époque, les commissaires devaient, je cite, « faire enquête et rapport sur l'état présent du bilinguisme et du biculturalisme et de recommander les mesures à prendre pour que la Confédération canadienne se développe d'après le principe de l'égalité entre les deux peuples qui l'ont fondée, compte tenu de l'apport des autres groupes ethniques à l'enrichissement culturel du Canada, ainsi que les mesures à prendre pour sauvegarder cet apport. » Nous connaissons tous l'importance de cette enquête sur la politique canadienne en matière de droit linguistique, mais il me semble particulièrement intéressant de noter l'importance qu'a eue cette commission pour lier le sort des langues officielles, de la dualité linguistique et du bilinguisme au mythe des deux peuples fondateurs. Cette vision de la Confédération fut tellement mise à l'avant par les commissaires que face aux nombreuses critiques qu'ils reçurent lors de leur première séance publique, ils ont décidé d'aborder cette polémique dans leur rapport préliminaire publié en 1965. Ils notaient alors que l'idée de deux peuples fondateurs et de leur égalité était, et je cite, « une interprétation légitime parmi d'autres
de la Constitution et de l'histoire canadienne. Fin de la citation. Et la citation suivante du rapport préliminaire illustre bien, selon moi, la façon dont la Commission a dépeint les droits linguistiques comme étant issus d'un pacte entre deux peuples fondateurs. Les commissaires posent la question suivante dans leur rapport. Ces deux peuples, l'anglophone et le francophone, peuvent-ils et veulent-ils vivre ensemble? À quelles conditions nouvelles? Et ces conditions, sont-ils prêts à les accepter? Alors, en posant la question de la capacité, mais aussi de la volonté des anglophones et des francophones de vivre ensemble, les commissaires lancent un message clair. Leur étude porte d'abord et avant tout sur les conditions de possibilité d'un contrat social canadien. Ils considèrent ainsi que si le Canada a atteint l'état de crise qu'il connaît dans les années 60, c'est qu'au moment de la Confédération, certaines conditions, dont l'égalité et la protection de la place du français, ne furent pas remplies. Les 150 recommandations de la Commission visaient donc à éviter la destruction du Canada, comme cité, soit l'effritement de la Confédération, et à établir les conditions minimales pour la continuité de celle-ci dans le respect des deux communautés linguistiques. Lors d'un caucus ouvert que nous avons fait sur la place du français au Canada, ça se passait dans le cadre de la journée de la francophonie tenue au Sénat du Canada en mars dernier, le sénateur Serge Joyal, qui était un ardent défenseur des droits linguistiques dans notre pays, affirmait justement qu'au moment de l'adoption de la toute première loi sur les langues officielles, il s'agissait pour les députés francophones d'une façon d'équilibrer l'échiquier politique en donnant aux francophones du pays une plus grande part du pouvoir public, pouvoir qui leur avait été refusé pendant plus de 100 ans. C'est ainsi que pour lui, pour le sénateur Joyal, les droits confiés aux deux communautés de langue officielle ne sont pas a priori des droits culturels, mais bien des droits politiques qui permettent aux deux communautés linguistiques de se parler d'égal à égal. Alors, il s'agissait donc en 1969 de négocier des conditions d'une entente entre francophones et anglophones, en somme, d'élaborer un nouveau contrat social. Les droits linguistiques avaient alors une nature profondément réparatrice, puisqu'ils venaient répondre aux injustices du passé. Ces conditions devaient permettre un rattrapage historique de plus de 100 ans en matière des droits linguistiques bafoués. Et cette vision du Canada était notamment celle endossée par le premier ministre Lester Pearson. Dans un discours qu'il a livré au Parlement le 17 décembre 1962, il affirmait, et je cite, « La Confédération signifie le refus non seulement de l'annexion politique et économique par les États-Unis, mais aussi du concept américain de la fusion des races quand il s'agit d'unité nationale. La Confédération ne constituait peut-être pas un traité, à propre parler, ni un pacte entre États, mais il s'agissait d'une entente pour arriver à un règlement entre les deux peuples fondateurs du Canada sur la base d'une association acceptable entre égaux. Ce règlement prévoyait la réalisation et le maintien de l'unité nationale et politique sans qu'on impose au pays l'uniformité du point de vue racial, culturel ou linguistique. » Il n'est peut-être pas surprenant d'apprendre que celui qui a mandaté la commission Laurando-Danton de faire état des relations entre anglophones et francophones était lui aussi convaincu de la thèse des deux peuples fondateurs. Tout cela étant dit, il me semble que dans le contexte politique contemporain, soit celui de la reconnaissance des langues autochtones, du multiculturalisme canadien, le discours qui accompagne notre revendication pour le renforcement des droits des francophones et des anglophones en situation minoritaire doit plus que jamais reposer sur des assises solides et actualisées. Malheureusement, il me semble que le discours que nous portons sur les langues officielles ne semble plus en phase avec les grands enjeux sociétaux de l'heure. Dans le contexte actuel, est-ce que la notion des deux peuples fondateurs, de la dualité linguistique et du caractère réparateur de la loi s'arrime à l'image que les Canadiennes et Canadiens se font de leur pays aujourd'hui? Est-ce que notre discours permet toujours de convaincre le gouvernement de prendre des actions pour assurer l'épanouissement et le développement des communautés francophones et anglophones au Canada? Reconnaissons que la dualité linguistique et la notion des deux peuples fondateurs exclut évidemment la place qu'occupent les Premières Nations dans notre pays, les Premières Nations, les Métis et les Inuits, dans la fondation et le développement de l'identité canadienne.
Dans ce sens, il est problématique de maintenir un discours qui continue d'exclure du nation building canadien ces peuples qui ont trop longtemps été sujets à des politiques discriminatoires de la part de l'État canadien. Rappelons que des milliers d'enfants issus des communautés autochtones ont été arrachés de leur maison et ont été interdits d'apprendre leur langue ancestrale. Ils et elles ont été forcés d'apprendre le français ou l'anglais dans les pensionnats et dans les familles où ils ont été envoyés lors de la rafle des années 60. Comme société canadienne qui se préoccupe apparemment des droits de la personne, nous devons reconnaître pleinement cette tragédie et outiller les peuples autochtones dans leur quête pour préserver leur langue et leur culture par l'éducation et la promotion de celle-ci. Cela dit, l'existence des langues officielles et les intérêts de nos communautés ne devraient pas être vus comme un frein au développement des langues autochtones et à la protection de celles-ci. Or, c'est pourtant un commentaire que nous entendons parfois. Celui qui dit que la loi sur les langues officielles devient un obstacle à ceux qui ne parlent pas le français. À titre d'exemple, dans le cadre d'un débat sur le projet de loi sur les juges bilingues à la Chambre des communes, un député a déclaré qu'une telle obligation empêcherait un juge cri qui parle uniquement l'anglais et le cri, par exemple, d'accéder à la Cour suprême. Alors, cette affirmation laisse-t-elle présumer que pour certains Canadiens, l'anglais est la seule langue commune du pays? Voilà pourquoi, dans une récente lettre ouverte que j'ai co-signée avec la sénatrice Raymonde Gagné du Manitoba, nous avons affirmé que le français est plus que la langue d'une seule communauté au pays. Nous sentions le besoin de l'affirmer parce que ce genre de commentaire est généralement issu de cette idée que le français appartient à un groupe culturellement homogène au pays et généralement confiné aux frontières du Québec. Ainsi, certains Canadiens, encore aujourd'hui, comprennent difficilement la place qu'occupe le français et l'importance de nos communautés francophones dans l'ensemble du pays. Et cette attitude envers la population francophone au Québec ne semble malheureusement pas nouvelle. Elle est ancrée dans une longue tradition présente au moment même des auditions de la commission Laurendeau-Danton, comme l'ont démontré les travaux de Valérie Lapointe-Gagnon. Elle note par exemple la réaction des communautés ukrainiennes qui comprenaient mal pourquoi on accorderait des droits aux francophones dans l'ouest du pays, dans le contexte où les communautés ukrainiennes étaient aussi très nombreuses dans cette partie du Canada. Et ce discours était représentatif de ceux et celles qui n'acceptaient pas le discours des deux peuples fondateurs et la vision qui était véhiculée par la Commission. Cette vision très présente chez la majorité anglophone dans les années 60 fut critiquée par le premier ministre Pearson, qui soulignait dans un discours la divergence entre une vision francophone et anglophone du pacte fédératif. Il disait, et je cite, « Pour les Canadiens de langue française, la Confédération créait une nation bilingue et biculturelle. Elle protégeait leur langue et leur culture dans tout le Canada. Elle signifiait une association et non pas une domination. Les Canadiens francophones ont cru que cette association signifiait des chances et des possibilités égales pour les deux races fondatrices à toutes les étapes de la croissance du pays. » Il poursuit, « Les Canadiens de langue anglaise reconnaissent bien sûr que l'entente fédérative protégeait les droits des Canadiens français dans la province de Québec, au Parlement et dans les tribunaux fédéraux. Mais la plupart avaient l'impression, et je ne crois pas me tromper en disant cela, dit-il, qu'elle ne s'étendait pas plus loin que ses limites, du moins jusqu'à une époque encore très récente. Cela signifiait qu'à toute fin utile, il existerait un Canada de langue anglaise avec un Québec bilingue. Ce qu'on appelle le fait français devait être quelque chose d'uniquement provincial. » Et il conclut, et c'est cette différence d'interprétation du concept même de la Confédération qui a été et qui est encore aujourd'hui une source de confusion, de frustration, voire de conflit. Fin de la citation. Alors, aujourd'hui, 2019, ces visions divergentes du Canada sont encore palpables. Alors, que faire? Comment réconcilier ces différentes visions? Faut-il définitivement exclure la notion des deux peuples fondateurs de nos discours? Comment la notion de dualité linguistique s'arrime-t-elle avec la présence des langues autochtones? Comment articuler une vision du Canada qui réconcilie non seulement les perspectives partagées sur notre passé, mais qui permet aussi d'unir l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens
dans une vision qui reflète la pluralité de l'expérience canadienne actuelle. Manifestement, vous en conviendrez, il reste encore beaucoup à faire. À titre d'exemple, dans le tout premier plan d'action pour les langues officielles intitulé « Le prochain acte, un nouvel élan pour la dualité linguistique canadienne » adopté par le gouvernement chrétien en 2003 et largement mené par M. Stéphane Dion, on parlait d'un double héritage canadien et on affirmait que, et je cite, « C'est à tort qu'on a dit de notre dualité linguistique qu'elle nous isole en deux solitudes. Il serait bien plus juste de dire que nos deux langues officielles sont les deux complétudes. » En contraste à cette vision qu'avait le gouvernement de l'époque, dans le plus récent plan d'action sur les langues officielles, le gouvernement se limite à dire que nos deux langues officielles sont une richesse pour le Canada et qu'elles sont essentielles à la réussite du Canada. Ainsi, dans le plan qui doit structurer d'une manière visionnaire l'ensemble des initiatives gouvernementales en matière de langues officielles pour les 5 prochaines années, nos deux langues officielles sont essentiellement présentées comme étant un avantage économique pour le pays. Et la présence des communautés linguistiques en situation minoritaire, pour leur part, est présentée comme appartenant à la diversité canadienne et contribuant ainsi à la richesse de celle-ci. Vous comprendrez, mesdames, messieurs, que cela n'inspire pas au développement d'une vision interpellante et d'un leadership mobilisateur. Alors, dans ce contexte, comment pouvons-nous aujourd'hui approfondir notre relation, je dirais que les majorités, la majorité francophone du Québec, la majorité anglophone du Canada. Comment pouvons-nous approfondir notre relation avec les peuples des Premières Nations, des Métis et des peuples inuits, les nouveaux arrivants? Et que faire de la notion du multiculturalisme? Si beaucoup de ces groupes ont tendance à nous imaginer comme un seul groupe homogène, comment pouvons-nous faire reconnaître que le français au Canada rejoint autant la notion de diversité que la langue anglaise? Notre langue n'est pas uniquement parlée par le peuple canadien français de souche, vous le savez, mais elle est parlée par les Haïtiens, les Maghrébiens, les Acadiens, les Franco-Albertains, les Québécois et j'en passe, tous ceux qui contribuent à l'essor de notre pays, tous ceux qui veulent se joindre à notre pays. Alors, il me semble que dans notre discours, nous aurions tout à gagner à promouvoir encore davantage le fait que la langue française est une langue inclusive, internationale, ouverte, accueillante, mobilisatrice, économiquement viable, au même titre que l'est la langue anglaise dans ce pays. La richesse du français de nos langues officielles ne serait donc pas uniquement perçue par certains de nos leaders politiques comme une richesse en termes économiques qui permet d'attirer des centres d'appel dans nos régions bilingues, mais comme une véritable richesse culturelle qui permet à des communautés entières de se composer et de dialoguer dans la langue officielle de leur choix. À la lumière de tous les enjeux exprimés, est-il temps d'embrasser une nouvelle version du pacte fédératif qui serait fondé sur la notion de trois peuples fondateurs? Est-ce que ce discours permettrait de mieux reconnaître, par exemple, la contribution de tous ces peuples qui étaient présents sur le territoire au moment de la Confédération? L'essayiste John Ruston Saul faisait état d'une telle thèse dans son livre « Mon pays métis ». Est-ce une piste à explorer? Ce mythe des trois peuples fondateurs, s'il pouvait être plus cohérent avec notre réalité politique contemporaine, serait-il par contre suffisamment cohérent avec notre histoire, le développement de notre pays, pour être porteur de sens aujourd'hui? Il me semble que nous sommes à un moment charnière pour le développement de nos communautés de langue officielle. Si nous n'arrivons pas à convaincre les majorités de s'investir dans le déploiement des langues officielles au Canada, le leadership et la vision nécessaires pour assurer la mise en œuvre pleine et complète de la loi sur les langues officielles risquent de se faire encore plus rares. Cela dit, si j'ai beaucoup parlé des défis associés au leadership et au manque de vision mobilisatrice, je réaffirme cependant l'importance des changements législatifs nécessaires pour s'assurer d'un meilleur respect de la loi sur les langues officielles. Et le comité sénatorial fera état de ceci au moment de dévoiler ses recommandations le 13 juin 2019 à 11h30 à l'édifice du Sénat du Canada. On peut penser, par exemple, qu'ils seront contenus des clarifications sur des désirs de clarification sur certaines notions et engagements, tout en s'assurant que la loi soit mise en œuvre par une agence centrale.
Mais pour s'assurer du succès de ces changements législatifs, nous devrons aussi être engagés dans une profonde et importante réflexion pour revoir notre vision des langues officielles et le positionnement de celles-ci dans le paysage politique canadien. En cette année du 50e anniversaire de la première loi sur les langues officielles et à quelques mois des prochaines élections fédérales, ces questions restent entières, mais sont déterminantes pour l'avenir de nos communautés et de notre pays. Heureusement, ma mère dirait que je suis un éternel optimiste, heureusement, ils sont nombreux, ceux et ceux qui, comme vous, réfléchissent et agissent pour que les langues officielles au Canada soient de réels vecteurs de développement et d'épanouissement pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens. Je termine ici et je serai ravi de recevoir vos commentaires et de répondre à vos questions. Je remercie et félicite l'ACFAS et l'IRCML. Merci beaucoup. Louis Fortier, Monsieur le Sénateur, vous avez reçu de nombreux mémoires, dont une lettre de Maître David McKinnon, qui avance l'idée selon laquelle, en pratique, la façon dont la traduction juridique et judiciaire se fait au Canada, maintenant, les nouvelles conditions de travail, etc., fait en sorte que cette traduction-là des documents juridiques dans l'ensemble de la fonction publique, mais surtout dans nos tribunaux judiciaires et administratifs, c'est non seulement illégal, ce serait inconstitutionnel. Est-ce que vous avez discuté de ça dans votre comité? Est-ce que vous avez réservé une place dans votre rapport au statut du Bureau de la traduction et au statut des langagiers professionnels? Absolument. Alors, je vous dirais, il y a eu tout un volet de consultation qui a porté sur le secteur de la justice. Nous avons rencontré de nombreux témoins qui sont directement impliqués, que ce soit dans la traduction, que ce soit dans tout le processus législatif et le processus judiciaire. Et il y a effectivement au sein du rapport, d'abord, il y a un rapport qui porte sur cet aspect-là, qui est déjà assez significatif, mais dans le rapport final, il y aura effectivement du contenu qui aborde l'enjeu que vous soulevez. Évidemment, donc, vous pourrez le lire avec beaucoup d'intérêt, mais oui, c'est sérieusement abordé. Et puis, d'ailleurs, il y a eu les témoignages de témoins, je dirais, ont été très, très, très percutants par rapport à toute cette grande question. Éric Jenkins, Patrimoine canadien. Vous avez consulté les jeunes et je me demandais, comme vous êtes un homme de sentier, un homme de passion et accessible, est-ce que dans le discours des jeunes, il y avait des éléments intéressants, nouveaux? On nous dit souvent qu'ils sont ailleurs, sont dans l'identité bilingue. Je ne sais pas ce qui est des jeunes francophones du Québec, comment ils se perçoivent là-dessus. Là. Mais est-ce que les jeunes sont venus vous chercher, vous ont inspiré quelque chose en particulier? Merci de la question. Ils nous ont énormément inspirés parce que c'était le premier groupe qu'on a rencontré. On avait décidé qu'on voulait rencontrer les jeunes d'abord. Évidemment, la question de créer... Une des choses qui est une évidence pour certains, mais qui était apparente chez les jeunes, c'est le décloisonnement et la création de ponts entre les communautés linguistiques et le besoin d'espace. Donc ça a été affirmé haut et fort. C'est vrai que la notion d'identité bilingue, l'idée que les jeunes s'identifient à l'une et l'autre des langues officielles de manière dite égale dans leur identité, ça a été présent. Ça a été présent. Chez les jeunes, par exemple, qu'on a rencontrés, les jeunes en immersion, les jeunes anglophones, par exemple, à l'île du Prince-Édouard, en immersion, et puis je cite toujours la même affirmation qu'a faite cette jeune fille, mais une jeune fille, elle devait avoir à peu près 10 ans, elle nous dit, sur un ton très affirmatif, « On ne tombe pas en amour avec une règle de grammaire. On tombe en amour avec une expérience culturelle. » Donc, la dimension culturelle de l'apprentissage des langues a été énormément mise de l'avant par les jeunes. C'est-à-dire qu'ils associent effectivement le rapport, le lien entre la langue et la culture.
Ils font un lien direct entre les deux. Et pour eux, l'apprentissage de la langue, c'est la clé, la porte d'entrée vers des expériences culturelles aussi. Donc, ils ont cette vision très ouverte. Puis évidemment, ils parlent des deux langues officielles comme ils nous parlaient aussi de d'autres langues. Mais dans ce contexte-là, ils avaient une vision moins cloisonnée. Vous direz, puis certains diront peut-être plus naïve, mais ils avaient une vision très ouverte et très pour eux, le Canada se dit un pays bilingue. Bien, pour eux, on devrait pouvoir parler les deux langues partout où on se trouve sur le territoire. C'était aussi clair que ça. Voilà, oui. Merci beaucoup pour ce discours bien senti. Vous nous avez parlé du déficit de leadership, du manque de vision mobilisatrice. Vous avez même dit que la vision des langues officielles dans le plan d'action actuel n'interpelle pas un leadership mobilisateur. Je trouve que c'est fort intéressant et assez significatif. Quels sont les gestes auxquels vous vous attendez d'un gouvernement pour corriger ça? Peut-être que ce sera dans le rapport, puis je vous demande de le couper. Mais... Bien, c'est-à-dire que je pense que, en fait, je vais d'abord parler, je ne parlerai pas pour le gouvernement, mais je vais parler pour le travail que le comité a fait. Ce que je vous dirais, c'est que je crois, puis ce que le rapport contient, le rapport, il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur les témoins que nous avons rencontrés. Et la rigueur avec laquelle les témoins se sont présentés devant nous, la rigueur des documents qui nous ont été présentés, des propositions qui nous ont été présentées, sont extrêmement fortes. Alors, le rapport, et je le précisais dans mon allocution, le rapport va un peu plus loin que juste faire des recommandations générales. Il explique au ministère de la Justice et au gouvernement, voici ce que ça veut dire, telle recommandation, et voici ce que ça veut dire dans l'engagement que vous devez prendre, dans la manière de formuler l'éventuel projet de loi. Donc, dans ce sens-là, ce rapport-là, c'est une boîte à outils pour le gouvernement, c'est un terme beaucoup utilisé, mais c'est aussi un outil fondamental pour les communautés. En fait, évidemment, moi, mon rêve personnel étant issu d'une communauté qui s'est battue pour les droits linguistiques, j'espère que les gens vont prendre ce rapport-là à bras-le-corps avec tout ce qui a été produit, que ce soit celui du commissaire, celui de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, tous les témoignages de QCGN et de d'autres organisations. Il y a là de la matière, je vous dirais, incontournable à mon avis. Alors, comment le gouvernement va s'en saisir? C'est une chose au niveau de la révision de la loi. Mais je pense que le gouvernement, peu importe lequel il sera après le 21 octobre, devra prendre à bras-le-corps un discours sur l'identité nationale. Et ça, politiquement, c'est sans doute des zones plus fragiles et plus difficiles à entreprendre. Mais je crois que, vous savez, 88% des Canadiens, 84-88% des Canadiens sont pour le bilinguisme, ils sont pour cette notion-là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dans leur quotidien? Peut-être qu'ils ne sont pas toujours conscients de ce que ça veut dire, mais je pense qu'il y a suffisamment d'appétit au Canada pour qu'on renouvelle le discours et que le gouvernement le prenne à bras-le-corps. Maintenant, je crois que on a besoin, les uns et les autres, politiciens et gens de la communauté, à davantage se parler de vision. Puis je sais que ce n'est pas un mot très à la mode dans le discours politique, parce que le discours politique pense à court terme, mais je pense qu'il y a ça. Alors, l'attente, je vous dirais, l'attente du côté du Comité sénatorial permanent des langues officielles, c'est que le gouvernement prenne très au sérieux le rapport qu'on a déposé, et je peux vous assurer, bien que je ne sache pas qui composera le prochain comité sénatorial permanent, parce que vous savez qu'avec la fin de la session, le comité sénatorial, tous les comités se dissouent. Donc, le prochain comité sénatorial permanent des langues officielles, il aura la responsabilité, et c'est sa responsabilité, de questionner, de demander des réponses aux questions, de demander des réponses au contenu du rapport. Merci beaucoup. Alors, merci, monsieur le sénateur. Merci. Bref, évidemment, avec 3 minutes, j'y vais rapidement. Oui. Mon nom est André Brand, professeur émérite à l'Université d'Ottawa. J'ai eu l'occasion tantôt de faire une présentation sur les liens entre le multiculturalisme, l'immigration et la loi sur les langues officielles. Sur le plan strictement de la démographie et des chiffres, on s'est aperçu que l'immigration au Canada contribue grandement, massivement, même à la croissance de la communauté de langue anglaise. Et qu'en ce qui concerne la croissance de la communauté de langue française, en particulier à l'extérieur du Québec, l'apport est pas mal
plus modestes. Alors, est-ce que dans votre réflexion, vous avez abordé cette question-là? Est-ce que vous avez des solutions pour tenter d'améliorer le score? Il est clair que dans les témoignages que nous avons reçus, d'ailleurs, j'avais un chiffre, je crois que j'ai pas, je ne sais pas si je l'ai cité, mon chiffre sur l'immigration, je regarde Sylvain, là, mais j'avais un chiffre sur l'immigration. Effectivement, le déficit démographique au Canada chez les francophones, il est aussi dû au manque d'afflux provenant de l'immigration, là. Donc, ça, c'est clair. Oui, dans le rapport, la question de l'immigration est présente. C'est clair qu'il y a là une réflexion qui nous est venue de témoins. C'est vrai qu'il y a là des textes, puis là, j'essaie de penser de mémoire exactement parce que je ne veux pas vous dévoiler du contenu de rapport directement, mais c'est sûr qu'il y a... La question de l'immigration a été identifiée comme un élément stratégique, là, en fait, de la mise en œuvre du développement. Oui, je vous assure. Je peux pas vous en dire plus, mais ensuite, c'est que je voudrais pas trahir le rapport, puis je voudrais pas faire mentir le rapport. Je ne peux pas. Puis, je dois avoir mon droit de réserve pour ça. Donc... Je vous remercie de votre allocution. I think we can say that this report has been a labor of love for you. Well, not only for me, and I have to recognize all the members of the committee, and have to recognize all the witnesses, because, you know, we were really impressed by the number, not only the number, but by the content of the testimonies. Alors, je vous vois au mois de juin, le 13 juin. On va tous être là. À And 11h30. we'll have a drink after. Thank you, Merci. everybody. Merci Thank beaucoup. you, Seth. Merci à vous. Thank you. Merci. Merci.